maintenant le contenu des différentes lignes de force l'une après l'autre, avec à chaque fois un commentaire général sur le contenu. La ligne de force 1, donc le respect du droit international et des traités, reprend en gros 5 mesures. La première, c'est de fonder la politique belge d'asile et de migration sur les droits humains. La deuxième, la mise en œuvre des traités contraignants et une traduction en action concrète d'autres instruments. Troisième, création de nouveaux accords internationaux et l'amélioration des accords existants. Ensuite, protection et attention particulière aux catégories vulnérables et aux besoins spécifiques. 5. Mise en application correcte des droits contenus dans les instruments internationaux. Alors, ce qu'on voit dans ces mesures, c'est qu'il y a une volonté claire de respecter le cadre juridique, que ce soit européen ou en tout cas toutes les normes de droit. Ça peut paraître être le strict minimum, et en fait ça l'est. Maintenant, ce qu'il faut se rendre compte quand on voit le contenu de cette ligne de force, c'est qu'en fait c'était plus le cas. Donc, sous le gouvernement précédent, donc le gouvernement Michel, il y a une série de normes juridiques, de droits fondamentaux qui ont été bafoués. En témoignent toutes les condamnations de l'État belge qui sont en train de tomber maintenant pour des violations de droits fondamentaux par la Cour européenne des droits de l'homme, par la Cour de justice de l'Union européenne, des nombreuses annulations de lois aussi qui avaient été mises en vigueur et puis qui se sont avérées être contre certains principes de la Constitution belge, contre toute une série de normes juridiques supérieures, et donc on a des lois qui sont en train d'être annulées ou des dispositions dans ces lois qui sont en train d'être annulées aussi. Des annulations de certaines mesures spécifiques aussi, comme on se souvient les quotas asile, où on empêchait toute une série de personnes d'avoir accès à la procédure d'enregistrement de leur demande d'asile à l'Office des étrangers. Des non-transpositions directives aussi. Donc on a par exemple une directive qui prévoit qu'un étudiant international qui vient suivre des études en Belgique et qui obtient un diplôme doit pouvoir renouveler son titre de séjour pendant 1 an après la fin de ses études en vue de trouver du travail. Et donc les États membres de l'Union européenne doivent prévoir dans leur loi une procédure pour que les personnes aient droit à ce titre de séjour pendant 1 an. Cette directive, cet article-là de la directive, il n'a toujours pas été transposé en droit belge, alors que la date limite c'était le 23 mai 2018. Idem pour d'autres législations qui généralement sont des articles de directives européennes qui devraient donner des droits à certaines catégories de personnes et qui ne sont toujours pas mises en place dans la législation belge. Et alors il y a aussi toute une série de décisions illégales qui sont du coup annulées par les cours et tribunaux, notamment le Conseil du contentieux des étrangers, qui annule toute une série de choses de l'Office des étrangers parce qu'il considère que les décisions sont illégales, qui les renvoie à l'Office des étrangers, qui reprend systématiquement des nouvelles décisions identiques à la précédente, et donc tout aussi illégales. Donc ça, c'est un peu le contexte dans lequel on était, et donc réaffirmer les principes du droit comme étant nécessaires et comme devant être appliqués en toutes circonstances. C'est le strict minimum, mais on en a vraiment besoin parce que c'était plus le cas depuis pas mal de temps. Alors la deuxième ligne de force, c'est la coopération européenne. La Belgique va être présentée du coup dans cette partie-là comme, et là je cite, partenaire fiable et loyal de l'Union européenne, et apportera une contribution constructive et positive à la réalisation d'ajustements structurels de grande envergure au sein du même système. Donc c'est la phrase de début qui ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est que la Belgique s'inscrit dans la digne ligne de ce qui est en train d'être mis en place au niveau européen. Alors il est précisé que la Belgique va prendre une part active aux négociations concernant le pacte. La Belgique réaffirme la nécessité d'un contrôle efficace aux frontières extérieures, et donc ça c'est toute la question de l'externalisation du contrôle aux frontières, et donc d'essayer de renforcer les frontières extérieures de l'Union européenne pour que de moins en moins de personnes puissent accéder au territoire. L'objectif est, et c'est dit tel quel dans la note de politique générale, de limiter ce qu'ils appellent les flux migratoires secondaires illégaux. Alors ces flux migratoires secondaires illégaux, de quoi est-ce qu'il s'agit? C'est toutes les personnes par exemple qui vont obtenir un statut de réfugié dans un autre pays
de l'Union européenne et qui vont arriver dans un second temps en Belgique. Ces flux migratoires secondaires illégaux sont présentés comme en nombre élevé. Alors on parle de 3 829 personnes entre janvier et novembre 2020, 3 829 personnes. Pour rappel, la population belge, c'est un peu plus de 11 millions d'habitants. Donc les flux élevés, tout est relatif. Il est aussi question du coup du développement d'une politique de retour crédible, humaine et efficace, avec une bonne coopération avec les pays tiers. Donc c'est pour ça que je présentais cette ligne comme une ligne transversale, c'est qu'on voit que dans les prochaines lignes qui vont toucher précisément la politique belge, il va y avoir un gros focus sur la politique de retour. Ça se retrouve aussi du coup dans les dynamiques européennes. Donc cet axe-là est aussi mené au niveau européen. Alors il est question de s'attaquer aux causes profondes de l'immigration clandestine, ce qui est aussi quelque chose qui pousse un peu à sourire. Je pense que tout le monde peut être d'accord qu'il faut s'attaquer aux causes profondes de la migration clandestine. Maintenant, je pense que si on discute avec les membres du gouvernement et notamment Sami Madi qui a rédigé cette note, on n'identifiera probablement pas les causes profondes de l'immigration clandestine de la même manière. Alors, il est aussi question de développement de canaux légaux de migration, ce qui là est intéressant. Pour continuer, c'est à la lumière des besoins de notre marché du travail et de notre économie fondée sur la connaissance, on va y revenir. Il est question de la réinstallation des réfugiés et de transposition de directives européennes rapides et correctes, donc ça on vient d'en parler sur le volet précédent. Alors cette ligne-là, qu'est-ce qu'elle indique? Je dirais qu'il y a deux tendances. La première tendance, c'est que effectivement la Belgique va s'inscrire dans la ligne de ce qui est défendu au niveau européen et va du coup miser beaucoup sur le nouveau pacte asile et migration, qui est un gros chantier en soi qu'il va falloir suivre et qui pourrait faire éventuellement l'objet d'une séquence vidéo à part entière, je pense. Et alors la deuxième tendance qu'on peut observer, c'est le clivage entre d'une part les personnes qu'on veut bien accepter, donc un peu les bons migrants. Donc il est question de la réinstallation des réfugiés, même si ça reste dans des proportions infimes et pas suffisantes. Et quand il parle de canaux légaux de migration basés sur les besoins du marché du travail et l'économie fondée sur la connaissance, on parle bien sûr de migration par le travail et de migration académique, en sachant que la plupart des personnes qui vont être concernées par cette migration du travail, quand on regarde les chiffres actuels, c'est des profils de personnes hautement qualifiées. Donc ce n'est pas toutes personnes dans le cadre du travail. Et à contrario, les personnes qu'on refuse via l'externalisation des frontières, la lutte contre la migration clandestine et les flux migratoires secondaires. Donc ça c'est vraiment un peu la mise en concurrence de deux groupes de personnes, en tout cas représentées comme telles, et c'est un clivage qui va se retrouver dans pas mal d'endroits en fait, de la note de politique générale, dans les lignes de force qui vont suivre. Alors, la troisième ligne de force, des institutions efficaces dans un cadre législatif clair, elle prévoit aussi une série de mesures, donc, comme dit au début, pour améliorer le fonctionnement des instances. Elle prévoit une conférence interministérielle sur toute une série de sujets, dont la migration par le travail. Elle prévoit de réaliser un audit externe des services d'asile et migration. Elle prévoit la codification du droit des étrangers, comme c'était indiqué dans les accords de gouvernement, les deux précédents, ce qui n'a jamais été mis en place jusqu'à présent. Et elle prévoit la publication de données statistiques et de toute une série d'informations de façon un peu plus transparente, ainsi qu'une série de mesures à court terme. Et les mesures à court terme, c'est un solide monitoring de la chaîne d'asile, d'accueil et de migration pour pouvoir adopter des mesures rapidement. Et alors l'exemple qui est cité de ce monitoring de la chaîne d'asile, c'est l'exemple de l'augmentation du nombre de demandes de protection internationale des Brésiliens, où le secrétaire d'État explique qu'on a eu un chiffre plus important, donc on parle de quelques centaines de personnes, hein, enfin,
de nouveau les chiffres sont relatifs, mais une augmentation du nombre de demandes d'asile de Brésiliens qui n'obtiennent pas de statut de protection, et donc le monitoring dont il parle permet de lancer des campagnes sur les réseaux sociaux en portugais pour essayer de décourager l'introduction des demandes de protection internationale. Donc c'est aussi intéressant de voir, pour pouvoir lire entre les lignes, de qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, et afin de savoir exactement ce qui va être mis en place. Et alors il y a toute une série d'éléments qui concernent la numérisation de toute une série de choses, mais ça je ne vais pas nécessairement revenir là-dessus. Alors ces différents éléments vont être à la fois positifs et avoir un côté, un double tranchant, quoi. Donc positif parce que ça va permettre, en tout cas dans le cadre de la codification, de l'audit, de rectifier toute une série de situations qui créent du séjour irrégulier, donc de choses qui se passent mal entre par exemple les communes et l'administration, de dossiers qui se perdent, de décisions mal prises, mal formulées, ou qui ne sont jamais communiquées aux personnes. Donc ça c'est intéressant parce que ça va limiter le nombre de problèmes qui pourraient être évités. Ça va aussi permettre en fait la codification de réouvrir le débat sur toute une série de dispositions, et donc là il va y avoir à un moment donné des fenêtres d'ouverture sur une série de chantiers, donc il va falloir qu'on puisse s'emparer pour essayer d'influencer le débat dans le sens qu'on veut. Et alors la conférence interministérielle, donc une conférence interministérielle, ça va être de mettre autour d'une même table en fait les différentes instances et les différents niveaux de pouvoir qui sont compétents pour certains sujets. Donc par exemple le travail, il va y avoir le fédéral pour la question du séjour et les régions pour le volet emploi. Ça c'est intéressant si on peut avoir plus d'appui et plus d'alliés au niveau régional qu'au niveau du fédéral par exemple. Ça voudrait dire qu'on peut essayer de jouer là-dessus pour que les échelons régionaux essayent de pousser des mesures dans le sens qui correspond à celui que veut donner la société civile, en tout cas aux mesures qui vont être proposées. Double tranchant aussi, parce que améliorer les procédures, ça veut dire qu'ils vont également évidemment améliorer toute la procédure et toute la politique de retour.